Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à chacun, tous nos auditeurs, les personnes qui sont au cœur de la maison de ma région à Nîmes, Place des Arènes, qui nous accueillent très généreusement et nous leur remercions. Merci aux intervenants qui vont venir nous éclairer sur l'économie sociale et solidaire, ce que c'est, quels sont ses impacts et qu'est-ce que ça recouvre comme valeur économique pour un territoire. Alors, nous avons un plateau prestigieux puisqu'on a donc Madame Alban Jean Pétavin qui est chef de projet pour élaborer le schéma départemental de l'économie sociale et solidaire au sein du conseil départemental du Gard. Donc, ça veut dire que les collectivités se sont emparées de cette thématique pour la mener à bien. Merci d'être là. Nous avons également Cécile Marc, qui est un modèle d'économie sociale et solidaire avec le café d'Anaïs. Bien sûr, en ce mois de l'économie sociale et solidaire, la Crèce Occitanie est plus que bienvenue pour nous expliquer justement son activité et l'état de ce secteur économique. Et c'est Sarah Rousseau, la directrice de la Crèce Occitanie, qui est avec nous. Et enfin, Nicolas Ferrand, qui est directeur général de la CLED à Alès. Vous nous expliquerez en quoi vous êtes économie sociale et solidaire avec cette démarche finalement de développement durable également. Et puis enfin, Sébastien Roland, qui va nous expliquer comment collégialement le MIES est administré, je dirais. Voilà. Alors, on va le voir, on va faire un petit panorama de ce qui recoupe, ce que recouvre l'économie sociale et solidaire et qui s'en occupe. Alors, tout seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par demander à la Crèce Occitanie, à Sarah Rousseau, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ? Bonsoir à toutes et alias tous. ESS. Alias ESS. Dans économie sociale et solidaire, tous les mots sont importants. Et le tout premier, c'est économie. Donc moi, je vous parlais d'économie d'abord tout court. En étant très scolaire, moi, on m'a expliqué qu'économie, ça venait d'un mot grec qui était la science du foyer. Donc c'est comment on s'organise collectivement pour répondre à nos besoins. Et l'économie, c'est ça. C'est comment on s'organise sur un territoire donné pour répondre aux besoins d'un territoire et donc créer des biens et des services pour y répondre. Ça, c'est de l'économie. Et donc, c'est ce que font l'ensemble des parties prenantes économiques d'un territoire, l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie. C'est en gros, en France métropolitaine, 10 à 15% des entreprises, des établissements employeurs et entre 15 et 20% de l'emploi privé. Quand je vous ai dit ça, il reste social et solidaire. On fait bien de l'activité économique, mais avec des particularités qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. C'est de poursuivre un objet d'intérêt général. Nous, on pense que l'économie doit vraiment répondre à des besoins du territoire et des habitants. C'est à ça que ça sert. Donc, on a des objets d'intérêt général, d'utilité sociale. Elle doit le faire en collectif. Nos entreprises sont des entreprises collectives avec une gouvernance démocratique. On vote chez nous les décisions. Et elles le font avec... on crée de la valeur, on crée de l'argent. Enfin, on gère de l'argent, mais ça sert uniquement à servir le projet et à pas enrichir quelques-uns. Quand je vous ai dit ça, vous me dites c'est merveilleux, c'était extraordinaire, mais de quoi parle-t-elle ? Je vous parle des associations, vérifiez bien, du collectif de l'intérêt général et de la valeur qui sert le projet. Je vous parle des coopératives, je vous parle des mutuelles, je vous parle des fondations et je vous parle des sociétés commerciales de l'ESS. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Est-ce que les SAS font partie de l'ESS ? Pas systématiquement, quand les salariés sont actionnaires de l'entreprise, de l'association. Alors, font partie de l'ESS, les sociétés coopératives, donc voilà. Mais vraiment quand on est sous forme coopérative. Oui, tout à fait. Donc c'est une définition extrêmement précise et vous expliquez que c'est une économie, Sarah Rousseau, et heureusement, les gens imaginent dès qu'on dit social et solidaire qu'on y est dans un domaine de rêveur où on se fait plaisir.
Là, on est en train de parler d'une activité structurée avec des bénéfices, avec une vraie gestion et des bénéfices qui vont servir le territoire. Exactement. On est en train de parler d'économie, on est en train de parler de choses extrêmement sérieuses. On est aussi en train de parler d'intérêt général, on est en train de parler de besoins sociaux, on est en train de parler d'innovation sociale. C'est extrêmement structuré et c'est reconnu par une loi cadre qui est la loi de 2014 dite loi Hamon. Qui reconnaît l'économie sociale et solidaire dans ses statuts et qui reconnaît le rôle des chambres régionales pour les représenter. Mais j'ai envie de vous dire, donc oui, c'est très structuré, c'est de l'économie avec des organisations extrêmement professionnelles. Et là, je pense qu'autour de la table, on a des beaux exemples qui pourront l'illustrer. Mais c'est aussi une économie de rêveurs. Allez, je vous prends au mot. Pourquoi ? Parce qu'on a réellement un projet, un regard politique sur l'économie. L'économie doit être au service. Et nous, on parle de transformation. Un projet pour servir des valeurs. Exactement. Un projet pour vraiment faire que l'objectif au bout, c'est au profit du territoire ou des gens du territoire ou de valeurs. La CRES a émis d'ailleurs une étude sur l'économie sociale et solidaire dans les quartiers prioritaires de la ville, des villes. Donc c'est un exemple, ça, par exemple. Il y a besoin d'emplois. On peut susciter, accompagner pour de l'économie sociale et solidaire. En fait, la CRES, l'économie sociale et solidaire, rapidement, sans être trop longue, elle est née de la révolution industrielle et des crises qui l'ont accompagnée. Donc, c'est pas nouveau, hein, c'est le haut Moyen-Âge, révolution industrielle. Et elle a toujours été aux endroits où le marché ne savait pas répondre à des besoins. Donc, et en fait, c'est le fil rouge de l'économie sociale et solidaire depuis sa création. Donc partout où, j'ai envie de vous dire, il y a des besoins sociaux, environnementaux non couverts. Avec un trou dans la raquette, et que le marché n'y répond pas parce qu'il n'y a pas de bénéfice à se faire. Il n'y a pas d'actionnaire à enrichir, soyons très clairs. L'économie sociale et solidaire répond. Donc dans les QPV, dans les villes moyennes, dans nos métropoles. J'ai envie de vous parler des ruralités aussi. Le dernier commerce, quand il n'y a pas de zone de chalandise suffisante pour qu'ils tiennent dans les milieux ruraux, qu'est-ce qu'on voit arriver ? Des formes hybrides de tiers-lieux, d'épiceries avec de l'ESS. On verra le rôle important qu'a cette économie dans les villages où certains commerces disparaissent, etc. On reviendra sur ces exemples. Alors, cette économie sociale et solidaire est importante, bien sûr, pour le territoire. Donc, le conseil départemental du Gard s'est emparé de la thématique. Et je voudrais justement, Alban, Jean Pétavin, que vous nous disiez vos objectifs au niveau du département. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, le conseil départemental est engagé sur l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps. On a une longue tradition de l'ESS dans le Gard, avec, on est obligé là maintenant de citer Charles Gide, le grand théoricien de l'économie sociale et le mouvement coopératif. De cette tradition-là est né aussi un engagement du conseil départemental qui a créé en 2015, donc sous la précédente mandature, une délégation à l'économie sociale et solidaire et une volonté renforcée de la présidente sur cette nouvelle mandature d'avoir une vice-présidence à l'économie sociale et solidaire. Donc pour les auditeurs et les personnes qui sont là, qui n'ont pas l'habitude du mécano un peu politique des collectivités, quand un sujet est important, il est important qu'il soit porté politiquement par une vice-présidence qui a le poids pour faire voter, faire avancer les dossiers, et ensuite également des services consacrés à ce domaine-là, dont vous êtes. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous, on est effectivement un service qui est consacré à l'économie sociale et solidaire. On travaille là depuis de longs mois sur l'écriture d'un schéma départemental de l'économie sociale et solidaire. Donc ce schéma départemental, ça va être la feuille de route du conseil départemental pour l'économie sociale et solidaire, donc pour son soutien et son développement sur tout le territoire gardois. Pendant combien de temps ? Jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2027. Donc quand même un certain laps de temps qui permet de mettre en place des choses et d'implémenter ce qu'on veut, quoi. Tout à fait. OK. Alors ce schéma, qu'est-ce qu'il a mis en avant Alors déjà, ce qu'il faut dire sur ce schéma, c'est que c'est un schéma qu'on a travaillé avec les partenaires des territoires.
Oui. Donc, on s'est déplacé, on est allé sur 6 territoires. On aurait dû aller sur 7, mais malheureusement, on a été rattrapé par un épisode Sevenol. Donc, j'en profite pour m'excuser auprès des inscrits du territoire de Sauve qui n'ont pas pu avoir leur atelier. Et ensuite, on les a tous rassemblés la semaine dernière autour de grands ateliers. Donc, pour cette concertation, on a utilisé vraiment des méthodes d'intelligence collective. On a travaillé avec l'ensemble des partenaires pour que notre schéma, ça ne soit pas un schéma descendant, mais un schéma qui vienne vraiment du terrain. Du besoin du terrain. Tout à fait. Alors, c'était des gens d'association ou pas forcément? Alors, on a eu tout le champ de l'ESS qui a été représenté. On avait beaucoup d'associations, puisque bon, les associations représentent plus de 80%, si je ne me trompe pas, je regarde Sarah de la CRES, donc plus de 80% des structures de l'ESS, mais on avait aussi de nombreuses coopératives, des mutuelles, donc banques mutualistes, des fondations aussi qui étaient représentées. En fait, tout le champ de l'ESS a pu être représenté. On a eu en tout 300 personnes sur l'ensemble de la concertation qui ont répondu présent. Donc là, vous êtes en train d'intégrer les propositions? Exactement. Là, on intègre les propositions. On a des grands axes qui commencent à se dessiner. Donc, on en a 5. Le premier, c'est le développement des coopérations locales. Donc, comment est-ce qu'on travaille tous ensemble sur un territoire pour répondre à des besoins de territoire? Oui. Le second, c'est l'ancrage de ce qu'on appelle les grands acteurs ressources de l'ESS. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que tous ces acteurs qui accompagnent l'ESS interviennent au mieux et en complémentarité dans le Gard pour accompagner nos structures? On a aussi la création, donc ça a été une grande demande du terrain, la création d'un laboratoire de l'économie sociale et solidaire pour aller tester des solutions. En fait, le département, il voit à la fois l'ESS comme une force motrice pour les rééquilibrages entre les différents territoires, et notamment, donc, Sarah l'a évoqué, sur le milieu rural, mais aussi comme une force d'innovation. En fait, l'ESS, c'est une économie qui est très agile. On peut créer quelque chose, on peut imaginer quelque chose. Ça, on peut tout imaginer, c'est très réactif. Et donc, du coup, l'idée dans ce laboratoire, c'est d'aller tester des solutions à des problématiques et des besoins sociaux qui sont sur les territoires. C'est important, effectivement. Tout à fait. Donc, et ensuite, il nous reste 2 axes. Donc, on a un axe en interne parce que l'économie sociale et solidaire, ça se décrète pas, ça se vit. Donc, comment est-ce qu'en interne au conseil départemental, alors que le conseil départemental s'appuie sur de nombreuses associations pour mettre en place sa politique, comment est-ce qu'en interne, on s'approprie cette dimension de l'économie sociale et solidaire? Et enfin, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi l'économie de demain, le dernier axe qui s'est dessiné, c'est la question de l'éducation. Donc, comment est-ce qu'on va former et sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à cette question de l'économie sociale et solidaire? Bien sûr, et le département ayant les collèges en gestion, c'est extrêmement important de commencer à passer ces messages dès ce jeune âge, effectivement. Donc, merci beaucoup. On voit un petit peu déjà votre implication, l'implication du conseil départemental du Gard, Alban, et on reviendra vers vous justement pour voir un peu, notamment dans les territoires, les petits villages, etc., comment vous intervenez. J'aimerais qu'on prenne un exemple à présent d'activité économique, sociale et solidaire. On va prendre le Café d'Anaïs, association nîmoise d'action et d'intervention sociale. Et pour cela, j'aimerais bien que justement vous nous disiez quel est le rôle du Café d'Anaïs. Cécile
marque et comment vous intervenez? D'accord, merci beaucoup encore pour cette invitation. Donc effectivement, je représente aujourd'hui le Café Anaïs. Vous avez bien dit effectivement que ce n'est pas un prénom, mais un acronyme. Un acronyme qui est très lourd de sens, hein, puisque donc Association nîmoise d'action et d'intervention sociale finalement résume tout à fait notre objet. Le Café Anaïs existe sous cette forme de café associatif, social et solidaire depuis 2018. Et il a été imaginé à l'initiative d'un collectif qui s'appelle le collectif Anaïs. Voilà, en fait, il y a eu d'abord un collectif d'associations, une quarantaine d'associations qui travaillaient tous sur les questions de pauvreté sur Nîmes et qui se sont réunis et qui ont souhaité effectivement créer un nouveau projet, un espace de vie sur Nîmes. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'est né le Café Anaïs. Et on se trouve donc dans le quartier Gambetta-Richelieu, qui fait partie de ces quartiers politiques prioritaires de la ville dont vous avez parlé. Exact. Voilà. Alors, 5 ans d'existence, vous intervenez comment? Vous êtes obligé d'avoir une économie interne qui tient la route. Les prix sont plus bas, les coûts sont moins hauts, il y a beaucoup de bénévoles. Comment ça fonctionne? Oui, en effet, si vous le permettez, je vais donc vous redire un petit peu comment fonctionne le Café Anaïs. Donc, c'est une association qui vit grâce à ses bénévoles, hein, comme beaucoup d'associations. Donc, il y a un schéma assez classique avec un bureau, un conseil d'administration et puis des salariés. Actuellement, on est 4 salariés et une trentaine de bénévoles réguliers. Moi, à la direction, je n'ouvre pas en fait le café, effectivement, si on n'a pas ces bénévoles qui sont là pour faire l'accueil inconditionnel qu'on propose, parce qu'on est donc sur des publics avec des grandes précarités, des précarités souvent très cumulées, hein, de précarité financière, culturelle, précarité de santé aussi. Et donc, on est sur un accueil inconditionnel en ce sens où on souhaite effectivement être à disposition du plus grand nombre. Vous parliez des petits prix du café, mais le café reste un prétexte à la création de liens sociaux, création de liens que l'on encourage à la fois dans les murs et en dehors des murs, puisque dans nos activités, on a la partie café, on a des activités qui sont toutes gratuites et on est aussi sur la place publique avec un triporteur que les bénévoles ont appelé Gudule et qui est un triporteur que vous retrouvez non seulement sur le quartier Gambetta-Richelieu, mais aussi sur d'autres quartiers politiques prioritaires de la ville. Et par exemple, samedi, petit clin d'œil, on était sur Pisevin pour cet événement de la rue aux enfants. Sûr. Donc on Alors, travaille, comment vous êtes accueillis avec le sourire? Toujours, bien sûr, on travaille beaucoup en co-construction des projets avec l'ensemble de nos partenaires. Et ce que je n'ai pas encore pris le temps de dire, c'est qu'on est aussi et avant tout un espace de vie sociale avec cet agrément de la CAF depuis 2019, qui est notre principal financeur. Et donc, en tant qu'espace de vie sociale, on est un espace de vie à disposition des habitants, en réalité. Donc, on encourage et on accompagne les initiatives des habitants. On retrouve un peu cette idée... Alors, par exemple, donnez-nous un exemple où vous accueillez des habitants pour les mettre en œuvre, les aider pour une initiative de quoi, par exemple? N'importe quelle personne qui vient effectivement avec cette envie de proposer ou de partager quelque chose qui n'est pas forcément lié à une compétence, mais simplement à une envie, peut être moteur de plein d'initiatives diverses et variées. Et toutes nos activités sont proposées par des bénévoles, des habitants et des partenaires, et comme je le disais, de façon solidaire, puisque c'est gratuit. Donc, on a plein d'activités qui sont très différentes, qui peuvent lier à la technique de couture, d'écriture, de théâtre. Donc, à la fois le café lui-même, plus des ateliers où on peut passer un temps là pour faire une activité. On est un espace de vie. Les gens viennent simplement pour sortir de leur isolement, de leurs difficultés. Et ce qui est assez novateur au Café Anaïs, c'est cette idée qu'on a un vrai parcours social, en ce sens où on encourage les personnes à changer de posture. On n'est plus sur l'aidant aidé, le bénéficiaire et puis l'acteur, mais on essaie de modifier les lignes pour que effectivement les personnes qui viennent au départ pour sortir de leurs difficultés, à leur tour aident les autres. Et aujourd'hui, 6 bénévoles sur 10 sont d'abord venus en tant que bénéficiaires et sont aujourd'hui bénévoles. Ils sont devenus bénévoles. Exactement. Ça, c'est le beau succès quand même. Hein. Oui, et après, on est aussi sur une équipe de bénévoles qui est très fluctuante, et ça aussi, c'est chouette, c'est parce qu'on a beaucoup de personnes ensuite qui, parce qu'elles ont retrouvé confiance, parce qu'elles ont retrouvé un rythme, parce qu'elles ont réduit peut-être leur traitement en fonction de leur parcours, réintègrent soit le milieu professionnel, soit retrouvent un équilibre et qui font qu'elles viennent moins souvent. Voilà. Donc, c'est important. Combien de monde vous voyez en un an à peu près ?
Je crois que dans le café, on est entre 2500 et 3000 personnes par an. Ça commence. Et en dehors, là, sur les chiffres de 2022, c'est qu'on avait environ quasiment 1000 personnes qui avaient participé à nos activités en dehors. Et dans les activités très régulières dont vous avez peut-être entendu parler, je parlerai du Saint-Charles Café tous les mercredis matins, où on est sur la place Saint-Charles, avec un petit déjeuner solidaire qui a pris énormément d'ampleur et qui continue à devenu un rendez-vous. Oui, un rendez-vous et créatif et plein imaginatif, parce qu'il se passe plein de belles choses, à la fois grâce aux partenaires et grâce aux habitants de cette place. Donc ça, c'est important de créer ce lien social aussi entre les gens, avec l'envie de faire des choses ensemble. L'envie de faire des choses ensemble, l'envie d'encourager les personnes, encore une fois, à redevenir acteurs et à reprendre confiance en elles, à aider les autres. Et cette idée de solidarité est vraiment au cœur, comme l'humain d'ailleurs. Je pense qu'une des grosses différences de l'économie sociale et solidaire c'est d'avoir l'humain au cœur de tous les projets. Et nous avons, par rapport à ce que disait Sarah tout à l'heure aussi, un fonctionnement de gouvernance partagée qui est essentiel pour ça. C'est-à-dire que rien n'est vertical, rien n'est décidé effectivement sans que ça vienne d'abord des bénévoles. On fera un petit tour de table tout à l'heure sur la gouvernance avec la CRES et puis les exemples d'entreprises que nous avons ici, justement pour voir un petit peu et illustrer cette spécificité. Je voudrais me tourner vers Sébastien Rolland pour qu'il nous explique ce qui est le MIES 30. Alors, la Maison des initiatives de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, c'est une structure qui a été créée en 2000 et qui a changé de nom pour se transformer en Maison des initiatives de l'économie sociale et solidaire en 2014 et qui est hébergée à l'espace Kennedy et à l'espace Diderot à Nîmes. Donc, c'est une structure de l'économie sociale qui se caractérise par le fait qu'elle héberge 14 adhérents, 14 associations qui interviennent dans des domaines variés. Il peut y avoir, par exemple, l'accompagnement, l'organisation de séjours adaptés pour des enfants, des jeunes en situation de handicap, des structures qui aident au financement solidaire, des structures comme des groupements d'employeurs, ou Unicité, par exemple, qui va aussi organiser l'accompagnement de services civiques, ou la SEGA encore, qui gère par exemple le dispositif local d'accompagnement pour soutenir les associations dans leur développement. Ils peuvent avoir là un conseil avec quelqu'un qui va avoir une expérience et conseiller sur la gestion de l'association. Tout à fait. Donc ça, c'est précieux parce que souvent, les associations souffrent un peu d'isolement. Le président est un peu seul devant ses comptes et ses décisions à prendre, et c'est intéressant d'échanger comme ça. Alors, à l'intérieur de cette maison des initiatives sociales et solidaires, vous avez aussi un GEID. Alors moi, je dirige un GEC, oui. C'est-à-dire c'est une structure c'est un collectif en fait d'associations d'aide à domicile du Gard. Oui. Qui se sont mobilisés en fait pour répondre à la fois à leurs problèmes de recrutement et aussi favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui sont éloignées du marché du travail et qui souhaitent s'investir dans l'aide à la personne. Donc le GEC, en fait, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui propose des parcours à des personnes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui va durer de manière variable, mais entre 12 et 18 mois, disons. Elles vont être formées? Elles vont être formées, pas par mois, mais par des centres de formation qui proposent des diplômes professionnels. Ça peut être l'IFME à Nîmes ou l'AFPA, par exemple. Donc, ils vont proposer de les intégrer dans des parcours de formation qualifiantes, diplômantes. Le GEC aussi les accompagne sur le plan social, sur le plan professionnel. Et puis, c'est un contrat de travail, donc elles sont en situation d'emploi, elles ont un salaire chaque mois. Donc, c'est vraiment une façon de se réinsérer dans un emploi nouveau en étant formé avec, on le sait, des besoins dans ce secteur qui sont importants. Voilà, il y a des besoins considérables et il y a aussi des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Donc, c'est essayer d'apporter une réponse par l'alternance à ces deux problématiques. Bien sûr.
Alors, merci. Je voudrais que Nicolas Ferrand nous parle de la CLED à Alès, donc une initiative intéressante aussi, pas loin d'ici. Dites-nous un peu comment a été créée la CLED. Vous êtes aussi au conseil départemental, je crois. Hein. J'ai travaillé au conseil départemental, absolument. Voilà, je suis donc directeur de l'association La Clé sur Alès, qui a été créée il y a une quarantaine d'années sur le bassin alésien. C'est une association qui œuvre dans le champ de la lutte contre les exclusions et qui promeut l'accès à l'hébergement, au logement, à la santé, à l'emploi, à la citoyenneté, à la culture des personnes les plus démunies, les plus vulnérables, avec différents établissements sociaux et médico-sociaux pour conduire ces activités, et beaucoup d'activités aussi conduites en lien avec le département du Gard, notamment sur les questions d'accès au logement et à l'emploi. Alors nous, c'est très large. Alors le projet associatif, les fondateurs ont eu une approche très globale. C'est la lutte contre toutes les exclusions. C'est ce qui a donné un peu le creuset du développement de l'association au cours des 40 dernières années. Et voilà, donc une association, on va dire, militante, historique sur le bassin alésien, et qui, du coup, par la nature même de son fait associatif, rentre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, comme les quelques 1,5 million d'associations en France. On a l'habitude de louer le poids économique de ces associations avec plus de 3% du PIB, 113 milliards d'euros. Voilà, donc ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Alors effectivement, Sarah l'a évoqué, il y a la loi de 2014 qui est venue légitimer, en quelque sorte, officialiser tout ça. Mais en même temps, c'est aussi, il faut le poser, ça apporte aussi des contradictions, c'est-à-dire que effectivement, on reconnaît le poids économique des associations, mais on rentre aussi avec la logique du secteur concurrentiel et avec l'économie. Et c'est là aussi le gros point d'alerte aussi qu'on met de notre côté, parce que c'est bien de louer l'effet associatif. Effectivement, Sarah le disait, les associations ont toujours été là depuis 1945, et je ne parle que depuis 1945, et le programme du Conseil national de la résistance sur la façon dont les politiques de solidarité se sont construites après-guerre, et où les associations étaient là où la politique publique n'était pas encore, là où les besoins sociaux étaient peu ou pas suffisamment couverts. Et donc ce sont des associations, loi 1901, avec une gouvernance associative souveraine, des bénévoles qui étaient engagés, qui repéraient ces besoins-là et qui inventaient des modalités d'accompagnement, ce qui nous concerne, nous, sur le champ de lutte contre l'exclusion, pour inventer des solutions. Exactement, de demain, qui n'étaient pas encore repérés par la politique publique. Aujourd'hui, il y a là où je mets un petit peu le coin, de façon un peu frontale et volontaire. Je vous sens arriver. C'est le retournement dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire que la logique ascendante qui pouvait y avoir, qui pouvait être portée par les projets associatifs, on est dans un basculement en fait, dans un retournement de doxa, où on passe sur la commande publique très descendante et où on est sur des logiques de alors là, appel à projet, appel à candidature, appel à manifestation d'intérêt, j'en passe. Et donc du coup une difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, le secteur associatif, les associations intermédiaires comme les nôtres, qui ont du mal à faire front face à cette marchandisation aussi de l'économie sociale et solidaire. Sachant que parallèlement à cette démarche d'appel à projet, etc., les possibilités de subvention diminuent, c'est surtout ça. Et donc les associations sont un peu en ciseaux. Ceci dit, l'appel à projet, il est bien ciblé, bien clair. C'est de la commande publique, mais ça reste de la subvention. C'est la subvention, voilà. En fait, c'est la subvention sous une autre modalité de ventilation de la subvention de l'argent public. Ça peut être une fondation. Donc, ça peut être une fondation, mais aller chercher les fondations pour aller compenser aussi le retrait de certaines politiques publiques, c'est un peu court, parce que les fondations, c'est des appels à projets aussi pour 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. C'est compliqué, c'est très compliqué pour les associations de tenir le coup. C'est beaucoup de travail, c'est vrai. Combien vous avez de salariés ? On est actuellement avec le chantier d'insertion, qui est une ressourcerie, on tourne à 170 salariés chaque mois sur l'association. Donc c'est important déjà. C'est important, mais on n'est pas grand-chose au regard. Je relisais là les analyses de Viviane Tchernonon, qui est une chercheuse CNRS qui fait un panorama du tissu associatif tous les 6 ans et qui montre bien la polarisation extrême qui existe aujourd'hui entre les gros opérateurs nationaux, je ne parle pas d'associations, de gros groupes nationaux, et les petites associations de loisirs, culture, qui vivent de quelques subsides publics, et les associations intermédiaires comme les nôtres, que je représente aussi, qui ont du salariat, qui ont un conseil d'administration et qui ferment les unes après les autres sur les différents départements, parce que la question de la concurrence
pose de vraies questions sur la survivance d'un modèle associatif. Et je pense que l'âge d'or de l'association, tel qu'on l'a connu après-guerre. Je suppose qu'après ces années-là, vous avez senti, après 40 ans d'existence, bon, vous n'y étiez pas, bien sûr, mais Alès a connu quand même un revers économique important. Est-ce que ça vous semble reprendre, là? Est-ce que vous y contribuez? Alors, je pense que les associations comme les nôtres et bien d'autres sur le bassin alésien participent pleinement du développement économique et de l'attractivité. Il y a des politiques publiques qui sont volontaristes aussi en termes de développement économique sur le territoire. La culture, on était encore avec les acteurs culturels du territoire alésien qui sont aussi des acteurs forts du développement de l'attractivité. Les associations, oui, on génère aussi de la richesse, du savoir-faire. On fait marcher aussi les partenaires, les prestataires. Je pense quand il faut s'outiller, on est avec les partenaires locaux. Donc, merci Nicolas Ferrand. On voit que c'est une vraie activité économique associative, en fait, avec les enjeux de l'économie, bien sûr. Alors, je voudrais que Sarah Rousseau de la CRES nous dise l'implication en matière de management. Quel impact ça a sur le management de façon générale? Et ensuite, on va voir dans toutes les structures, là, quel est l'impact de cette approche liée à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire d'abord l'intérêt du territoire et des citoyens autour. Alors, je vais être mauvaise élève, je vais être obligée de rebondir d'abord sur ce que Nicolas vient de dire pour appuyer, parce que là, il y avait un sujet important. Quand je vous dis on est des acteurs économiques, c'est pour dire l'importance qu'on a pour que le pays tourne, en fait. Et effectivement, et Nicolas l'a ressouligné, nous, on constate des difficultés. Alors, moi, je suis team verre à moitié plein, c'est mon défaut parce que je passe la journée avec des élus et des collectivités, celles qui font appel à la CRES, qui sont plutôt convaincus et qui essayent de tordre le truc sur les logiques d'appel à projet, en tout cas qu'on l'oreille. Nous, on constate au niveau national sur le PLF 2024, le projet de loi finances 2024, que les moyens structurants pour l'ensemble de l'ESS n'étaient pas au rendez-vous. On a alerté, on a fait du plaidoyer. Aujourd'hui, il manque de moyens de développement structurel, ce que disait Nicolas, pour qu'on puisse continuer à se développer sereinement sur le territoire, pour pouvoir être aux côtés du service public, pour continuer à intervenir. Et surtout, je le pose là, j'étais avec les acteurs de l'éducation populaire la semaine dernière, où on se le disait, on vit une période sans précédent, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est très facile de le dire, mais on a une crise climatique qui nous tombe dessus, on a une crise économique et une remontée. Moi, j'ai fini mes études, on me disait, on ne parle plus de pauvreté, Sarah, on va reparler de misère en France, et je pense que 15 ans après, on y est et on s'en parle, d'enjeux démocratiques. Donc, il y a par ailleurs à maintenir les activités qu'on faisait déjà et inventer toutes les nouvelles où on va être l'acteur pivot qui va permettre que ça ne se déchire pas en mille morceaux. Il y a des besoins nouveaux qui amènent des actions nouvelles, c'est clair. Dans une période qui est extrêmement trouble. Pour le dire comme ça. Donc Bien là, sûr. je pense qu'il va y avoir un renouveau de l'économie. Enfin, il y a un renouveau, elle n'a jamais perdu son intérêt, elle redevient d'autant plus importante, d'où le fait que les acteurs publics républicains démocratiques puissent aussi se saisir du sujet avec nous. Puisqu'on va avoir un véritable enjeu. Donc je ferme la parenthèse, mais je ne peux qu'appuyer ce qui a été dit là. Sur le management... C'est dit, l'appel est fait, c'est entendu. Mais on reste des fervents militants de nos projets, des fervents optimistes. Moi, je suis convaincue qu'à moyen terme, la solution se trouve dans nos modèles. Et donc que ça sera entendu, mais au quotidien. Et c'est difficile pour les acteurs qui tiennent les projets, pour les dirigeants de tenir les modèles économiques. Ça reste compliqué. Le dernier congrès du MEDEF a mis en avant le fait que, et là ce sont les entreprises non associatives, les salariés sont en quête de sens d'abord. Et pour fidéliser les salariés, il faut justement donner du sens à ce qu'ils font. Ils ont envie de non seulement d'avoir un salaire évidemment, mais que ça ait du sens. Et ça va dans le sens de ce que vous dites. Et c'est vrai que les assos apportent beaucoup là-dessus. Alors, il y a plusieurs entrées. Oui, on le sent, on a une génération qui arrive parce que tous les enjeux que je viens de vous brosser là, elle se la prend plein fouet, qui est pour moi une génération extrêmement engagée, qui pose des questions, qui cherche du sens, effectivement. Et ça va être un vrai sujet. On parle de marque l'employeur, on parle de sens au travail, etc., etc. Moi, je le nuance quand même un tout petit peu.
Parce que le MEDEF dit ça, on entend parler de jeunes cadres qui challengent leur DRH, qui se retrouvent en panique parce que l'entretien d'embauche serait inversé et que si elle n'arrive pas à convaincre, le candidat quitte la porte. Je pose ici, je ne sais pas si l'ensemble des salariés et des jeunes, toutes couches sociales confondues, sont en position de mettre la pression à leur employeur aujourd'hui. Donc sur la question du sens... non, mais parce que je pense qu'il faut le nuancer aussi. C'était inversé. J'ai dit que ça apparaissait comme un des paramètres, la quête de sens. La quête de sens, ça apparaît comme un des paramètres. On en parle beaucoup aujourd'hui. Moi, je ne peux pas m'empêcher de la situer socialement. Qui est concerné par la quête de sens? Qui peut le poser comme une priorité dans sa recherche d'emploi? Effectivement, parce qu'il y a aussi tout simplement des gens qui cherchent à bosser pour avoir un salaire dans des conditions correctes, pour pouvoir vivre sereinement. Et qui, s'ils ont du... Voilà, donc le sens est important, la qualité de vie au travail aussi. C'est pour ça que je pense que plutôt que de parler de la quête de sens, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on simplifie à l'extrême le sujet, il faudrait parler des quêtes de sens, des endroits où on cherche du sens et de qui a le privilège et le luxe de demander du sens. En tout cas, je le dis là, nous, à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, on n'a aucun problème à recruter des jeunes talents, des salariés qui viennent s'engager parce qu'ils trouvent du sens. Et c'est vrai, je ne fais pas partie du genre de structure qui a du mal à recruter, effectivement. Mais je pense qu'il faut, je le pose là, être très prudent sur des analyses trop rapides parce qu'on est collé à la réalité et que je pense que dans 15 ans, on aura un peu plus de recul. Je voudrais revenir au management, si vous voulez bien, pour donner un peu à nos auditeurs les notions de caractéristiques un peu de management. Cette quête-là de développement pour vous, collectivité, je pense que vous lancez aussi des appels à projets de temps en temps, etc. On a vu un peu la dynamique entre subventions, appels à projets, etc. Est-ce que c'est complémentaire? Alors oui, mais, votre question tombe très bien parce que j'avais envie de faire écho aux interventions de Nicolas et Sarah. Donc suite à cette concertation qu'on a pu mettre en place sur les territoires, on s'achemine concernant la politique économie sociale et solidaire du département vers plus d'appels à projets pour l'ESS. Je ne parle pas des autres services, mais pour l'ESS. Et plutôt des appels à commun. C'est-à-dire que l'idée, la volonté de notre vice-présidente Hélène Meunier, c'est vraiment d'aller chercher les complémentarités sur les territoires pour répondre à des besoins de territoire. Sur l'économie sociale et solidaire, nous, ce qui va nous intéresser en tant que service financeur, ça va être la forme de la coopération. Et beaucoup moins, si, ça va nous intéresser les différentes thématiques, bien entendu, mais les thématiques pour cet appel à commun seront très libres. Et ce qui sera valorisé, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble sur les territoires pour répondre à des besoins spécifiques. Et ça, c'est un vrai pas en avant pour une collectivité qui a l'habitude de fonctionner par des appels à projets qui peuvent parfois mettre en concurrence, effectivement, certains acteurs. C'est un grand changement d'habitude et c'est bon signe. Sarah Rousseau, c'est bon signe, ces appels à commun? C'est bon signe, ces appels à commun. On va regarder avec beaucoup d'attention la sortie de cette politique. En tout cas, je témoigne, j'étais cet après-midi avec les agents et élus du département du Gard qui réfléchissaient sur cette attention de ce triptyque, de dire les projets associatifs souverains qui viennent vers les collectivités pour demander du soutien, les collectivités qui ont des politiques publiques et qui viennent vers les associations passer commande, c'était dit comme ça. Et il y a certains moments où on va passer commande sur un service public et il faut que les deux existent. Et on parlait de la troisième voie qui est comment on co-construit ensemble une réponse sur le territoire. Donc moi, c'est comme ça que j'entends l'appel à commun. C'est d'un regard partagé, collectivité, acteurs de l'ESS, citoyens, qui permet de lever les sujets et ensuite de se coordonner. Mais ça, je trouve ça c'est bon signe, hein, parce qu'on va coller aux besoins du territoire. Alors, je reviens sur ma question de management. Est-ce que il y a un besoin de management particulier, par exemple à Anaïs ou à la CLED? Est-ce que vous pensez que le management se fait autrement ou on est dans les règles de management classiques? Non, effectivement, là, on voit les choses de façon collégiale.
Donc, c'est vrai qu'en tout cas, au Café Anaïs, cette gouvernance partagée, elle est sur un partage des rôles, un partage des missions, des postures, j'en ai parlé tout à l'heure, des responsabilités également. Et donc, c'est vrai qu'à la fois les habitants qui sont consultés, qui sont au cœur de notre projet, les bénévoles qui travaillent en commission en fonction de thématiques, et puis cette représentativité à la fois dans le bureau et dans le CA, parce qu'on a à la fois des représentants d'associations partenaires, mais aussi des habitants et des bénévoles. Donc c'est vrai que cette représentativité comme ça, cette collégialité, elle est à tous les niveaux, à tous les strates de décision et de développement de notre structure. Et je pense que ça fait partie de ce qui est au cœur, encore une fois, de cette économie sociale et solidaire, et qui répond à ce que vous étiez en train de redire, donc à la réponse évidente des besoins d'un territoire. On ne cherche pas, nous, à imposer ou à imaginer ce que les personnes ont envie, mais on écoute bien ce qu'elles ont envie et ce qu'elles projettent de faire pour les accompagner à le faire. Et je reviens quand même aussi pour dire 2 petits mots sur cette idée de collégialité aussi et de co-construction. C'est déjà ce qui existe en tout cas sur le terrain, parce que c'est déjà ce qu'on fait au quotidien, à travailler ensemble avec d'autres acteurs. Voilà, donc que ce soit les habitants, les institutions et les autres associations. C'est important, donc plus de concertation, des décisions collégiales. Sébastien Rolland, avec vos 2 casquettes, je dirais, pour aller court. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur le mode de management, justement ? Soit de du GIEC. Sur la gouvernance, peut-être. Oui, sur la gouvernance. Voilà, l'originalité pour le GIEC, c'est que c'est une association qui est dirigée, son conseil d'administration est constitué en fait des dirigeants des associations adhérentes. Donc, ils participent directement aux décisions stratégiques de l'association, et ils en sont aussi les bénéficiaires, dans le sens où ce qu'on met en œuvre sert à trouver du personnel pour eux, qualifié, compétent, et qui partagent les enjeux de l'aide à domicile aujourd'hui. Donc c'est ça un petit peu l'originalité, ça reste un fonctionnement associatif classique avec des dirigeants qui sont eux-mêmes impliqués dans les associations qu'ils dirigent. Et puis d'autre part, pour la Maison des initiatives d'économie sociale et solidaire, là, il y a aussi un collège. Oui, voilà, ça fonctionne de manière collégiale. En fait, chaque association adhérente, les 14 associations, peuvent participer avec un représentant qui va avoir une voix délibérative pour les conseils collégiaux qui vont pouvoir s'organiser tout au long de l'année. Et donc, chaque association participe aux décisions de développement de la MIES. Donc, on le voit bien, plus de concertation et de codécision, finalement, avec des gens qui sont à la fois décideurs et acteurs bénéficiaires des décisions. Voilà, alors c'est sûr qu'on est la plupart bénéficiaires aussi du soutien des collectivités, du conseil départemental en l'occurrence. C'est un acteur très important, mais en même temps, c'est des associations qui ont l'esprit, de participer à la prise de décision. C'est vraiment inhérent à la vie associative. Donc, cette recherche de co-construire, elle se joue au sein de nos instances démocratiques, mais aussi dans le cadre des comités de pilotage qu'on peut avoir ou des réunions avec les partenaires et les financeurs qu'on fait régulièrement. Et donc ça, c'est aussi un autre aspect important qui permet en tout cas de réfléchir, de partager des analyses et d'orienter des prises de décision, et pas simplement se sentir comme oui, tributaire d'une décision prise ailleurs par un tiers. Donc, une autre culture, on le voit bien, une autre culture, d'autres paramètres. Nicolas Ferrand, à la CLED, ça joue cette gestion, cette co-gestion, cette animation comme ça ? Oui, alors oui, ça fait partie de l'ADN. Alors du coup, nous, notre projet associatif, parce que c'est marqué, c'est inscrit dedans sur la question du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que on part, nous, du principe que tous les salariés, tous les collaborateurs de l'association, quels que soient les postes et fonctions occupés, participent et dépositaires du projet associatif à sa parole, et est en capacité de porter de nouveaux projets, de repérer ces fameux besoins, de proposer. Et donc c'est un exercice quasi quotidien dans la façon dont on peut animer le travail en collaboration en interne pour que tout le monde puisse être écouté, entendu, puisse se sentir aussi suffisamment en confiance pour proposer. Et voilà,
c'est pas toujours simple. Non, parce que voilà, il doit y avoir de l'interférence avec les liens hiérarchiques, avec les consignes. Alors voilà, Non, pas trop, ça se règle c'est-à-dire que c'est toujours le cadre est toujours là, mais le cadre il est là aussi pour le tordre et pour s'en défaire. C'est tout le défi qu'on pose nous pour qu'on puisse trouver du sens aussi dans le travail, parce que vous parliez tout à l'heure, il faut la question pour les entreprises, oui, il y a le salaire qui compte. Alors bien sûr que ça compte plus que tout, surtout sur le travail social actuellement, mais du coup pour que les collègues puissent rester dans notre association et adhérer à notre projet associatif, c'est qu'il faut aussi qu'ils trouvent aussi un intérêt eux dans le rôle proactif qu'ils peuvent avoir dans le projet. C'est remarquable puisque vous avez 70 salariés et on voit bien que cette gestion a amené à la pérennité de l'association et puis sa croissance. Voilà, alors je pense que c'est un des éléments de l'équation qui fait qu'on a des collègues qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans dans l'association, et d'autres qui viennent et qui au départ voulaient juste y passer, puis ils restent depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est une philosophie du travail en commun sur l'association qu'on essaie de promouvoir. C'est important. Alors, je vais me retourner vers justement la collectivité. Alban Jean Pétavin, vous êtes aux manettes pour un schéma directeur de l'économie sociale et solidaire dans le Gard. Vous entendez tout ça, vous vous dites, on tient le bon bout ? Oui, j'espère. J'espère qu'on le tient. C'est plutôt aux partenaires à qui il faudrait le demander. En tout cas, il y a une volonté de faire un peu différemment et d'explorer de nouveaux possibles, au moins sur ce champ de l'ESS. Et voilà, après, peut-être que ça fera tache d'huile dans la collectivité. Qu'est-ce qui émerge comme grand besoin ? C'est la désertification des villages, c'est le besoin d'une économie renouvelée agricole. Qu'est-ce qui émerge comme ça dans ces consultations ? Alors, il y a des choses qui émergent à plusieurs niveaux. Déjà, tout à l'heure, vous évoquiez la question des associations qui se sentent isolées. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment palpable, parce que ce qu'on a pu voir sur les territoires, une des demandes importantes des territoires, c'était de l'interconnaissance. Oui. Entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, un besoin d'échanger. Fédérer un secteur. Exactement. Donc ça, c'est d'un point de vue global. Après, d'un point de vue plus thématique, on a eu pas mal de choses qui sont ressorties sur les questions des mobilités. Oui. On a eu d'autres choses sur les questions de l'alimentation. Donc, de l'alimentation locale, responsable. Bien sûr, en proximité. Exactement. Sur le médical, je suppose. Exactement. Sur le médical, l'accès aux soins. L'accès aux soins et l'accès aux droits aussi. Bien sûr. C'est très, très large d'un point de vue thématique. C'est intéressant, parce que ce sont tous les facteurs de la vraie vie des gens, finalement. Et je trouve que sur la qualité de vie, si tout cela se résout, c'est extrêmement important, avec en plus une dynamisation économique du territoire. Tout à fait. Et ce que disait Sarah tout à l'heure sur le fait que les acteurs de l'économie conventionnelle vont pas forcément aller intervenir sur certains territoires, parce que c'est des territoires qui ne vont pas être rentables. Bien sûr. En termes de richesse financière. Ça pose vraiment toute la question de la place de l'ESS, et un exemple qu'on retrouve beaucoup sur tous les territoires, c'est l'exemple des tiers-lieux, donc oui, de ces lieux hybrides qui vont rassembler... excusez-moi, qui vont rassembler plusieurs besoins, plusieurs activités, en un seul lieu, pour répondre à des besoins et créer des nouvelles façons de créer de la vie, de la dynamique sur les territoires, en travaillant ensemble, en créant des complémentarités entre les différents services. Ça peut être un commerce avec un lieu de convivialité, avec...
Quand vous dites ces tiers-lieux, on peut rassembler tout ça? On peut Distributeur de pain Le gros avantage du tiers-lieu, c'est qu'il n'y a pas de vraie définition du tiers-lieu. Et donc, c'est le territoire qui va définir ce qu'est le tiers-lieu. Donc, en fonction des besoins, on pourra retrouver tous les services. On peut effectivement retrouver un distributeur de pain avec la poste, avec de l'hébergement pour des personnes âgées, avec un café, avec tout un tas de services important, bien sûr. Qui vont se compléter entre eux et qui vont donner de la vie à des territoires sur lesquels tous ces services-là ont au fur et à mesure déserté parce qu'ils n'étaient pas rentables. Pas rentable tout seul, mais ensemble, on est plus fort. Alors, je voudrais demander aux personnes de la salle s'il y a une question ou deux pour nos intervenants. Attendez d'avoir le micro. Quelqu'un veut poser une question? Non? Tout est clair? Tout est clair. Donc, moi, je voudrais justement vous poser cette question-là. L'étape suivante, vous avez fait ce diagnostic de territoire, vous voulez implanter quelque chose. On voit qu'il y a une vraie démarche d'économie sociale et solidaire. Je suppose que vous travaillez beaucoup entre la CRES et le département. Donc, les démarches suivantes, l'une ou l'autre, là, c'est dans vos rêves les plus fous, on est où? On arrive où, là? Alors, déjà, on va être pragmatique. L'étape suivante, c'est d'écrire ce schéma avec tout ce qu'on a dit ce soir et du coup tout ce qui s'est dit. Formaliser. Pendant toutes ces concertations. Donc de formaliser le schéma, de le faire voter. Il sera mis au vote à l'Assemblée départementale au mois de mars. Et ensuite de mettre en œuvre toutes ces belles idées, parce que c'est pas tout d'avoir des belles idées, il faut les rendre opérationnelles. Exactement. Ça veut dire qu'il aura été budgété sur l'exercice, voté et mis en œuvre. Tout à fait. Bon, rendez-vous l'année prochaine pour le mois de l'économie sociale et solidaire. On va voir un peu ce que ça donne. Alors pour vous, justement, Sarah Rousseau, de la CRES, qu'est-ce que vous, quand vous voyez en perspective, vous mettez en perspective l'avancement de l'économie sociale et solidaire, et qu'est-ce que vous vous dites là sur l'avenir? Défaut d'être une éternelle optimiste, c'est ce qui nous tient. À la fois des beaux projets de la concertation. Je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur le territoire du Gard. Au niveau plus large de l'économie régionale, l'idée c'est de croiser les bonnes idées et j'ai l'impression, mais peut-être parce que mon biais c'est que je passe trop de temps avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qu'ils soient dans les collectivités ou dans nos réseaux. J'ai l'impression qu'on a des belles fenêtres de tir avec des gens qui sont très engagés, qui ont envie de faire bouger les lignes. On parlait de nouveaux management, de nouvelles collaborations publiques, ESS. Et donc, on s'appuie là-dessus au quotidien pour se dire qu'on va faire avancer les choses. Les sujets, il me semble, aujourd'hui, qu'il faut qu'on traite collectivement, c'est le renforcement de nos modèles économiques. Je ne peux qu'appuyer ça. Et on continue un lobbying très fort au niveau national pour avoir des moyens structurants pour l'ESS, pour que nos structures arrêtent de s'épuiser et nos dirigeants arrêtent de s'épuiser. On en a encore eu des témoignages aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et par ailleurs, il va falloir que collectivement, on arrive à répondre à plusieurs enjeux, ceux de la transition écologique. Je suis désolée, je le martèle, mais on le sent fort sur notre territoire occitan. On en voit les impacts déjà et ce n'est que le démarrage. Comment on amorce ensemble la transition de notre territoire avec tous et toutes. Comment on fait aussi une alliance entre justice sociale et transition écologique. Au bord du chemin. On ne gérera pas fin du monde, fin du mois séparément, c'est une obligation. Comment on le fait sur tous les territoires? Et à la question des territoires ruraux, moi je pose vraiment le sujet là, comment on fait en sorte que chacun et chacune puisse avoir une vie sereine, décente, épanouissante, avec tous ses besoins couverts, y compris culturels, de récréation, de collectifs, etc., sur l'ensemble des territoires d'Occitanie, à chaque endroit. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque ça sera aussi un sujet, il me semble, démocratique, puisque si on laisse un pan entier de la population ne plus avoir accès à des besoins élémentaires fondamentaux plus épanouissants, moi je ne sais pas quelles réponses ils trouveront à leurs questions, mais ils les chercheront et peut-être pas
peut-être pas aux endroits où on le souhaite. Donc pour moi, je pense qu'on a un vrai champ. En fait, les enjeux sont là. Il y a des caps à passer. L'économie sociale et solidaire est prête à les prendre. Donc j'aurai un regard résolument optimiste en espérant qu'on les prendra dans les prochaines années. Gageons qu'on n'a pas le choix, donc on le fera. Mais en tout cas, je souhaite il va falloir faire une alliance publique ESS pour pouvoir travailler sereinement. Voilà, c'est le message de la fin. C'est extrêmement important que le public et l'ESS comme ça travaillent ensemble sur les besoins fondamentaux au plus près du territoire. Je voudrais remercier nos intervenants. Je voudrais excuser Julie Béranger de France Active et RD Occitanie. Elle devait être avec nous, mais elle a le Covid. Donc voilà, elle n'a pas pu nous rejoindre. Merci à Jean Pitavin Alban, qui est du Conseil départemental du Gard et qui élabore le schéma départemental d'économie sociale et solidaire. Merci à Sarah Rousseau, la directrice de la CRES Occitanie, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci à Cécile, on a des exemples, Cécile Marc pour le Café d'Anaïs. Et bien sûr à Nicolas Ferrand, qui est directeur général de la CLED à Alès. Et enfin, Sébastien Roland, directeur du GEID et également aux manettes pour la MIES, maison qui existe depuis l'an 2000. Est-ce bien ça? Merci à tous. Je rappelle que l'ensemble du plateau sera diffusé sur Radio Aviva, que également la vidéo sera diffusée sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez les partager, on vous enverra les liens. Et vous pourrez retrouver aussi en podcast sur le site de Radio Aviva l'ensemble des échanges. Merci à tous.